Bonjour, alors je vais reprendre les cours de coaching individuel, approche intégrative, à la fois cognitive comportementale, à la fois acte psychopositive. Voilà, donc je vais vous parler des gestes techniques du coach, de certains gestes techniques. Alors, le premier geste technique, c'est la précision du sens. La précision du sens, c'est lors d'un entretien de coaching, c'est le fait qu'on demande une information complémentaire au coaché qui nous apporte du matériel lors de la séance. Le sens, c'est ce que quelque chose signifie, un ensemble d'idées que représente un signe ou un symbole. Donc, ça concerne toutes les interventions du coach ayant pour intention de vérifier le sens d'un mot. Et la précision du sens d'une représentation verbale et l'émission d'une reformulation se fait par l'émission d'une reformulation, question ou hypothèse. Donc, si je reformule ce que vous venez de me dire, ce mot-là, ce sens-là pour vous, c'est bien ça? Ou alors, quel sens a vraiment ce mot pour vous? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot-là? Ou alors ça veut, hypothèse, selon vous, ça voudrait dire ça, si j'ai bien compris. Donc, le coach vraiment questionne énormément le client. Ce qui est pertinent là-dedans, c'est que ça permet de définir le sens précis d'un mot, d'une expression ou d'une idée. Et donc, ça remet en perspective le sens du langage. Ça peut être aussi intéressant face à des personnes un petit peu fermées. Donc, les questions ouvertes vont vraiment inciter la personne qui n'ose pas trop parler, qui ne sait pas trop quoi dire, à développer. Donc à l'instar de Marc Aurèle, l'empereur qui aimait beaucoup Épictète, le philosophe stoïcien et qui cherchait à vivre selon ses préceptes, au IIe siècle après Jésus-Christ, le stoïcisme, il s'agit de chercher l'essence sémantique du mot pour bien comprendre ce que l'autre a à dire. Et d'un point de vue professionnel, il est intéressant de demander le sens, car il est très facile aussi de faire des erreurs d'interprétation parce que le coach a son monde et nous avons le nôtre. Et voilà, pour vivre dans le même monde, se mettre en phase avec la personne qu'on a en face et qu'on ne connaît pas et qui a une autre réalité que la nôtre, parce que nous aussi on a des normes, on a vraiment construit tout un monde qu'il ne faut pas interpréter, ça évite l'interprétation. Donc ça, c'est important. Ensuite, je vais vous parler de la valorisation. La valorisation, donc c'est selon le dictionnaire Larousse, valoriser consiste à donner, faire prendre de la valeur à quelque chose et lui donner une importance accrue. Donc ça, c'est quand le coach veut rassurer et encourager le coaché. C'est considéré, un geste technique est considéré comme valorisation s'il comporte des éléments verbaux ou non-verbaux empreints de sympathie. Ceci permet d'entretenir et de favoriser l'alliance. L'alliance est très très important pour obtenir la confiance du client. À l'instar d'Erikson qui pensait la relation au cœur de la possibilité de changement. La relation soignant-soigné, même si là on n'est pas dans un contexte de thérapie dans le coaching. Il est intéressant de favoriser l'alliance de cette manière avec son client afin qu'il se sente suffisamment donc en confiance. Et il pourra être stimulé à progresser à la manière d'un conditionnement ou d'un renforcement positif, car on a vu que les neurosciences avaient acté le fait que les nouveaux apprentissages, les nouvelles connexions synaptiques s'ancraient d'autant plus que la personne éprouvait des émotions agréables au moment du changement. Troisième geste, la distinction entre pensée, sensation et émotion. Donc là, je vais vous reparler un peu de neurosciences. Damasio dit donc que l'émotion est liée à un souvenir, la sensation à une pensée ancrée dans l'ici et maintenant, mais qui fait résurgence depuis la mémoire autobiographique, si vous avez bien suivi les cours précédents. Donc ça, le coach invite le coaché pour faire ça à faire du tri entre ses sensations. Donc les sensations, c'est du ressenti corporel. Les émotions, c'est une action, c'est involontaire. C'est quelque chose qui est transitoire. C'est une peur, c'est un étonnement, une surprise, une colère. Voilà, c'est quelque chose qui peut se voir sur le visage aussi. Le sentiment, c'est une pensée, c'est comme de la pensée. C'est par exemple de la mélancolie, de la nostalgie, des choses qu'on se dit à soi-même, des pensées automatiques qui nous arrivent.
Et ça, voilà, c'est considéré comme de la pensée. Donc, ça permet de faire comprendre qu'une pensée est différente d'une émotion déjà au coaché. Et puis ça lui permet de remettre en perspective sa vision du monde, à l'instar de Stephen Haynes ou Ross Harris qui emploie l'acte-thérapie. Ceci permet la diffusion cognitive et l'acceptation émotionnelle parce que quand on va vraiment faire du tri, et bien cloisonner ses pensées et ses émotions, on va pouvoir penser sur sa pensée, ça permet de défusionner avec sa pensée et de voir que ce qu'on se dit ne sont que des constructions, donc on prend du recul et on peut enfin réfléchir autrement, tenter un autre point de vue, faire un petit pas de côté. Et puis aussi quand on prend conscience et qu'on inclut l'émotion à l'intérieur de soi par une visualisation, la pleine conscience, comme peut le faire Shankland en psychopositive ou Erickson en hypnose, là, ça permet de transformer son émotion en un objet par visualisation. Par exemple, sa colère peut être transformée en une boule rouge et piquante et chaude qui est à l'intérieur de la gorge, constitue à l'intérieur du corps. Et en l'acceptant, en cessant la lutte, on lui laisse de la place et ça libère de l'énergie car ça évite la double peine de à la fois ressentir la douleur et la gêne de la souffrance, de la colère, etc. Et en plus, la deuxième peine, c'est d'être gêné, en colère, d'être en colère ou souffrir de souffrir. Donc, ça permet de libérer une énergie pour dire, ok, je suis un être humain, j'ai le droit d'être en colère, d'être triste, et puis c'est pas grave, ça va passer, c'est transitoire, je fais de la place, je m'ouvre, je l'accepte, c'est utile de toute façon, c'est normal, hein, j'ai pas besoin de me jeter sur une bouteille d'alcool, une cigarette ou des médicaments. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est un petit pas, mais dans l'action, avoir un comportement qui est en phase avec mes valeurs, parce que généralement, la colère, c'est quand il y a eu un conflit de valeurs, c'est-à-dire que on se retrouve, je sais pas, quelqu'un nous met en colère parce qu'il nous manque de respect, et pour nous, le respect, c'est une grande valeur. Donc à ce moment-là, on peut décider d'avoir l'objectif de faire une action respectueuse envers quelqu'un. Et je sais pas, je vais vous prendre un exemple précis. J'étais en colère contre une personne de ma famille. Je le vivais mal, je l'ai vécu mal pendant plusieurs semaines et puis un jour je lui ai fait un cadeau. Et le fait de lui faire ce cadeau-là, j'ai eu un retour positif. Ça m'a permis de respecter cette personne. J'avais eu la sensation, en tout cas de mon point de vue, qu'elle m'avait manqué de respect. Ce n'était pas forcément vrai, c'était peut-être simplement une croyance. Mais en tout cas, le cadeau que je lui ai fait m'a rassérénée. Parce que finalement, si moi je lui donnais du respect, la colère n'avait plus de raison d'être. Donc ça peut bien illustrer ce que je viens de vous expliquer. D'un point de vue professionnel, donc il est intéressant de permettre au coaché de se distancier, de mieux se connaître. Et ça, c'est fondamental pour avancer dans un processus de coaching puisque c'est un outil de travail extraordinaire. Et voilà, donc ça s'emploie évidemment dans un ancrage dans l'ici et le maintenant et dans le corps. Donc l'induction d'allure hypnotique, la pleine conscience, le fait de fermer les yeux et de prendre conscience de son schéma corporel, etc. Autre geste technique que le coach peut employer, c'est le recadrage, très connu le recadrage. Moi j'aime bien le faire sous forme de questions, donc j'appelle ça questionnement recadrant. Donc c'est l'orientation du discours du coaché par le coach vers des points considérés comme plus utiles au changement de représentation par l'intermédiaire de questions. Donc ça permet par exemple, quand une personne va vraiment s'étendre, être très volubile et va amener beaucoup de matériel et de contenu, mais qu'on veut travailler sur un point précis, ça va permettre de l'arrêter à un moment donné sur un point qu'on veut évoquer, de le questionner et éventuellement d'émettre une hypothèse et de voir ce que la personne va répondre à ça. Donc soit elle va avoir une prise de conscience, soit ça va lui faire une expérience émotionnelle correctrice. En tout cas, ça va vraiment mettre l'accent sur un levier, on appelle ça un levier de changement. Parce que si elle continue, finalement, on ne va pas être efficient dans notre travail de coach et il va falloir vraiment saisir le bon contenu et poser la bonne question au bon moment. Donc ça, c'est tout un art. Voilà, donc ça oriente le discours du coaché vers des points utiles de manière directe ou indirecte.
Et ça permet de changer et ajuster une représentation et le mode de relation que la personne a à sa représentation, car tout est relationnel aussi, comme je vous le disais. C'est intéressant de rester ouvert à l'écoute du discours pour aider le coaché à chercher l'exception. C'est intéressant d'orienter le discours aussi quand le client parle beaucoup. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Et l'intérêt de poser des questions, c'est pour faire un recadrage, c'est que finalement la personne va s'approprier son changement de point de vue elle-même. Pensez-vous vraiment que ce mot-là est ajusté à la situation que vous me décrivez ? La personne va s'arrêter, elle va réfléchir. Et au lieu de lui dire « mais attendez, ce n'est pas du tout ajusté puisque vous me décrivez ça et vous me parlez de ça », au lieu de lui dire directement les choses, elle ne va pas forcément... Bon, ça peut lui faire une prise de conscience, mais elle ne va pas se l'approprier. Si elle prend le temps de la réflexion, on fait un silence, on la laisse réfléchir. Le silence, c'est un autre geste technique du coach important. Et là, elle va s'approprier vraiment son changement de point de vue à elle. Ça va l'ancrer d'autant plus qu'elle elle va vraiment se dire que c'est d'elle d'où ce recadrage vient, et que ça ne vient pas du coach et que voilà, c'est beaucoup plus efficace de ce point de vue-là, à mon avis. Autre acte technique, autre geste, la collaboration authentique, je vous en ai déjà parlé, c'est le fait d'expliquer ce qu'on va faire. Par exemple, quand je vous dis la diffusion cognitive, c'est le fait de penser sur sa propre pensée, d'imaginer sa pensée comme des mots, d'aller jouer à l'intérieur, se les représenter en imagination à 2 mètres de soi, les lettres en 3D, de rentrer dedans, de sortir. Ça, on ne va pas l'expliquer avant, on va demander à la personne si elle veut bien faire un exercice et un protocole d'acte, de diffusion cognitive, mais il faut qu'elle le vive. C'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'elle rationalise trop. Donc la collaboration authentique, on va lui expliquer après l'exercice, on va lui dire voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a fait cet exercice-là pour ceci, avec ces enjeux-là. Et après, elle pourra le refaire toute seule. Parce que le coaching, ce n'est que 10 séances. Et après, la personne doit être autonome. Ce n'est pas une psychanalyse de 10 ans. On veut vraiment être efficace. On veut que la personne s'approprie les techniques. Donc la collaboration authentique, c'est de la pédagogie finalement. Mais en tout cas, d'abord, il faut évidemment faire vivre l'expérience, sinon on risque de nuire au processus et à l'outil qu'on va utiliser. Ensuite, autre geste technique, les contes et métaphores. Alors ça, je viens de vous raconter un conte. Je vous raconte des contes souvent sur Instagram. Ça, c'est pour favoriser, comme dirait Jacques Salomé, la reliance, c'est-à-dire à travers une histoire qui n'est pas la sienne, mais que le coach a choisie. Donc une histoire qui a un début, un milieu et une fin. Ça, c'est le conte. A choisi parce qu'il trouvait cela pertinent en fonction de ce que lui apportait le coaché. Le bénéficiaire va pouvoir se reconnaître et ça va favoriser l'émotion. En plus, il va être happé parce qu'un conte, c'est toujours l'émerveillement. Vous savez, les contes pour enfants, les enfants sont là, ils ont les yeux grands ouverts et donc on focalise l'attention du coaché. Alors attendez, on va prendre quelques minutes, je vais vous raconter une histoire et on raconte l'histoire. Qu'est-ce que ça vous évoque? Voilà. Ou alors simplement on laisse un silence et puis après, qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc des questions ouvertes. La différence avec la métaphore, ça va être utile quand on utilise simplement plus pertinent avec les reformulations, autre geste technique du coach. Alors si je comprends bien, si je reformule, ce que vous venez de me dire, c'est que on reprend les mots du coaché mot pour mot. Ça, ce n'est pas une reformulation recadrant, c'est juste pour préciser le sens. Si par contre on reformule avec une métaphore, alors si je reformule, ce que vous venez de me dire, c'est comme si, et là on utilise une image, c'est comme si vous alliez préparer un marathon, que vous achetiez tout l'équipement sportif
hyper cher, hyper technique, chez Decathlon, mais vous ne faites aucun entraînement physique. Vous ne vous préparez pas au marathon et vous pensez que vous allez quand même gagner la course. Voilà, donc ça, par exemple, c'est une métaphore. Il n'y a pas de début, de milieu, de fin. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un conte. Mais ça va ouvrir la personne devant ses incohérences et ça va l'aider à lui montrer qu'il y a peut-être un problème dans sa manière de voir les choses, en tout cas, ou alors une solution, hein, parce que ça peut être aussi une métaphore qui va la valoriser. Hein. Ça dépend de ce qu'on cherche. Soit on veut déstabiliser une croyance limitante, donc on va plutôt dévaloriser la croyance limitante, soit on va vouloir émuler une croyance aidante et on va plutôt vraiment améliorer et émerveiller encore plus la personne sur ses capacités. Ça dépend si la personne nous apporte un matériel plutôt levier ou plutôt frein. Voilà pour les gestes techniques, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.